Rebonjour chers étudiants, chers amis, la suite de cette leçon sur l'équation quantitative de la monnaie et les effets de la hausse prévisible de la masse monétaire sur l'économie. Je vous ai dit que pour comprendre ce phénomène qui n'était pas du tout évident et qui d'ailleurs continue à alimenter la polémique entre les économistes, il nous faut réfléchir dans un cadre hyper simplifié, c'est-à-dire une petite économie très simple dans laquelle on a 8 personnes qui vont chaque jour acheter une baguette à 1 euro dans la boulangerie du coin pendant 300 jours. Et ils ont comme richesse sur leur compte en banque ou dans leur poche un billet de 100 euros. Vous voyez que c'est une économie très simple, mais qui va permettre de saisir l'importance et l'essentiel de ce qui se joue dans cette équation quantitative. La masse monétaire est de 800 euros. Chaque personne ayant 100 euros, ça fait 800 euros, donc c'est grand M. La vitesse de circulation de la monnaie est de 300. Pourquoi? Parce qu'avec ces 800 euros, ils vont acheter l'intégralité des baguettes, c'est-à-dire en fait, ils vont acheter 2400 baguettes. Hein? Le nombre de baguettes fabriquées ici est bien de 2400 et chaque baguette est vendue à 1 euro, donc le niveau général des prix est de 1. Ce qui fait qu'on retrouve mon équation MV égale P fois Q, hein, 2400 d'un côté, 2400 de l'autre. On part de cette situation pour voir si la hausse de la masse monétaire va provoquer une hausse des quantités produites. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, pour ça, il nous faut faire un petit schéma temporel en régime normal et en régime de confinement. En régime normal, vous voyez ici le nombre de baguettes produites sur 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, 1200. Sur 3 mois, c'est 600. Donc sur 12 mois, on a bien 2400. Et patatrac, le coronavirus impose un confinement de 3 mois. J'espère que ça ne sera que 2 mois, mais on verra bien. Un confinement de 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il va y avoir une baisse de la quantité produite de 600, puisque pendant 3 mois, plus rien ne fonctionne. Bon, alors on imagine effectivement que les boulangeries sont également fermées et que cela va avoir une destruction de masse monétaire de 200, les gens ne sont pas payés, donc il y a un effondrement de l'activité. La question qui se pose, c'est si la Banque centrale remet de la masse monétaire, donc récompense cette destruction de 200, en donnant 200 pour les 3 derniers mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la production? Sachant que les individus vont démarrer ces 3 mois, 3 derniers mois de l'année avec une masse monétaire importante, puisqu'elle aura été augmentée par la Banque centrale. Alors, en fait, il y a 2 grands effets, 3 types d'effets qui vont être obtenus, 2 effets sur la demande et un autre effet que l'on va voir tout à l'heure. Le premier effet possible sur la demande, c'est l'effet attendu, c'est-à-dire le rattrapage réel. Vous voyez qu'ici, s'il y a 3 mois de confinement sans production de pain, et bien les 3 derniers mois, les gens vont se rattraper. Ils vont en fait acheter, au lieu d'acheter une baguette chaque jour, ils vont en acheter 2. Donc avec ce rattrapage réel, on va voir que la création monétaire va remplir parfaitement son rôle. Le deuxième effet, lui, il est un peu différent, il est complètement différent même, c'est qu'il n'y aura pas de rattrapage réel dans le sens où les gens vont continuer à acheter une baguette par jour, mais surtout, face à cette hausse de la demande, on va avoir une hausse des prix, le prix des baguettes va passer de 1 à 2 euros pour, d'une certaine manière, épuiser la masse monétaire, ce qu'on va appeler le bouclage monétaire, et là, vous voyez ici, on a un effet inflationniste. Donc si je reprends ici mon schéma, sur ces 2 premiers types d'effets, on voit que dans un cas, on a une hausse, dans les 2 cas, on a une hausse de la demande, mais dans un cas, ça se traduit par une hausse des volumes, alors que dans le cas numéro 2, ça se traduit par une hausse des prix. Hein. Donc K1, la hausse de M va provoquer une hausse des volumes, donc de la croissance. K2, la hausse de M va provoquer une hausse des prix, donc de l'inflation. Donc on voit ici comment va se répartir l'effet de la hausse de M sur P ou sur Q. Seulement, il y a un troisième effet, dont on parle un peu moins, qui, lui, est un effet d'épargne et de thésaurisation. C'est-à-dire que ces 200 de masse monétaire supplémentaire, hein, ici, bon, je reprends
mon exemple avec une masse monétaire de 100 euros. Si j'augmente de 20 euros, par exemple, eh ben, au lieu que ça soit utilisé pour augmenter la demande à la boulangerie, eh ben, elle va être soit thésaurisée, soit utilisée en achat spéculatif. Donc dans ce cas-là, le résultat, on n'aura ni croissance ni inflation, on n'aura aucun effet, si ce n'est d'alimenter des bulles sur l'immobilier, des bulles sur les actions, ce que l'on fait régulièrement depuis un certain nombre d'années. Donc si je reprends ici l'impact de la hausse de ma masse monétaire, on voit que si M augmente de 20%, eh ben, on va avoir une augmentation sur P et sur Q, X ou Y, qu'il faut calculer en fonction d'un certain nombre de critères économiques. Et c'est là-dessus que le gouvernement doit travailler pour que l'effet de M soit le plus possible sur Q et éventuellement un tout petit peu sur P, mais en tout cas que ça ne se transforme pas en épargne ou en achat spéculatif. Donc pour ça, on comprend l'importance de maintenir les capacités de production en état pour qu'il y ait ce qu'on appelle une élasticité d'offre à la reprise, que la hausse de la demande se traduise par une hausse de la production, qu'on ne soit pas trop non plus déficitaire et dépendant des importations. L'important est aussi de conserver une concurrence, parce que si vous avez 2 boulangeries dans le village, il y a beaucoup plus de chances que l'effet soit plus sur les volumes que sur les prix. Et puis, dernière chose, l'important, c'est d'éviter le phénomène de trappe à liquidité dont je vais vous parler, qu'on va voir en action tout à l'heure, qui est alimenté par les taux d'intérêt trop bas. Donc, il s'agit de décourager autant que possible une épargne de précaution ou une thésaurisation massive de la nouvelle monnaie créée, qui fait que le pays tomberait dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité. Regardons ces 3 effets maintenant en revenant à notre situation de départ avec les valeurs de l'économie française. Suite au coronavirus, la production en volume, vous voyez, passe de 2004 à 2000. Donc on a effectivement une chute du PIB importante de 20%. On retrouve bien ici 2000 milliards des deux côtés. À partir de là, que va provoquer une hausse de la masse monétaire de 200 milliards, par exemple? Il y a 3 effets. Le premier effet, vous voyez ici, la hausse de 200 milliards, va provoquer un effet sur le volume. Donc ça, c'est l'effet de croissance. Le PIB va être en fait stabilisé. On va compenser dans les derniers trimestres ce qu'on a perdu dans les trimestres de confinement. Et ça, c'est la bonne solution, c'est le rattrapage, le bon effet de la création monétaire. Le deuxième effet, lui, c'est un effet inflationniste. Vous voyez ici que l'augmentation de la masse monétaire ne produit qu'une hausse du niveau des prix. Mais dans ce cas-là, cet effet inflationniste fait que la production en volume chute. Donc on n'a ici aucun impact sur la croissance. Et la chute du PIB n'est pas enrayée par la création monétaire. Le troisième effet, c'est un effet de thésaurisation ou d'épargne de précaution massive. On voit ici que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'effet ni sur les volumes ni sur les prix. Par contre, on a une baisse de la vitesse de circulation de la monnaie. On a une économie qui devient plus liquide et on a du coup un gonflement de l'épargne, des billets sous les matelas et des achats dans la pierre, dans les actifs, etc. Ce qui n'est pas non plus très bon. Donc l'important pour le gouvernement, c'est d'essayer de maximiser la réponse 1 par rapport à la réponse 2 ou 3. Voilà, je vous remercie et affaire à suivre.